Et what's up les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour parler de sport et de la preview du Tour de France 2022 qui va s'élancer ce vendredi du Danemark et de sa capitale Copenhague. Et oui, une journée avant le traditionnel départ du Tour de France puisqu'initialement la grande boucle se lance le samedi, mais pour des questions logistiques et pour faciliter le transfert des coureurs du Danemark jusqu'à la France, on a décidé du côté de l'organisation et de Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, de partir une journée avant, histoire que le transfert se passe dans les meilleures conditions possibles. Un Tour de France 2022 qui s'annonce très complet et très alléchant, avec au programme 6 étapes de plaine, dont une pavée, cette étape accidentée, 6 étapes de montagne, dont 5 arrivées au sommet, et 2 contre-la-montre individuelles pour un total de 54 km face à soi-même, face au chrono. Bref, un Tour de France qui s'annonce assez intéressant, que ce soit pour les victoires d'étape entre les échappés ou pour la bataille entre les favoris pour la course au maillot jaune. On va bien sûr parler des étapes que je juge clés. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos étapes du Tour de France qui vous paraissent les plus intéressantes, qui vous paraissent clés pour la bataille entre les favoris ou pour une grande bataille entre échappés et hommes forts ayant perdu du temps au classement général. En tout cas, moi, j'ai fait ma sélection et je vais tout de suite vous en parler. La première étape que j'attends sur ce Tour de France, eh bien, c'est l'étape inaugurale. Il va lancer ce Tour de France entre Copenhague et Copenhague, ce chrono d'ouverture du Tour de France avec au total 13 km 200 de contre-la-montre face à soi, face au chrono, dénué de toute difficulté. Alors sur le papier, c'est une étape qui ne fait pas forcément rêver, je veux bien le comprendre, puisque c'est vrai qu'on a besoin, nous en tant que fans de vélo, d'être un petit peu divertis, d'avoir des étapes accidentées où il y a du mouvement. Là, c'est vrai qu'il va falloir prendre son mal en patience, voir tous les athlètes partir un à un pour essayer, eh bien, tout simplement de serpenter dans cette ville de Copenhague, qui est quand même une terre et un pays de vélo. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des écarts entre les principaux favoris. On sait que certains des favoris sont très à l'aise face au chrono dans l'effort individuel. Des mecs comme Pogacar, comme Roglic sont toujours très performants, à l'inverse des garçons comme Ben O'Connor, comme Enric Mas, qui vont essayer de s'immiscer dans la course au podium ou au top 5. Eux, en revanche, sont peut-être un petit peu moins à l'aise. On pourra aussi citer Geraint Thomas comme peut-être garçon capable d'aller reprendre du temps à des Enric Mas, à des Ben O'Connor ou même à des Alexander Vlasov qui sont très en forme. Vlasov qui a remporté le Tour de Romandie, qui avait remporté également une étape du Tour de Suisse, qui était leader de ce Tour de Suisse avant finalement de devoir quitter la course à cause de ce Covid, ce fichu Covid qui avait frappé son équipe. Bref, un chrono qui pourrait faire déjà des écarts entre les principaux favoris. Reste à savoir si Pogacar, Roglic seront capables de battre les spécialistes comme Wout van Aert et comme Filippo Ganna, le champion du monde italien, qui sera bien sûr présent sur les routes du Tour de France. La deuxième étape que j'attends bien évidemment sur ce Tour de France, eh bien c'est l'étape qui suit le chrono inaugural dans la capitale danoise. Une étape qui ralliera Roskilde à Nyborg, Roskilde qui était, je vous rappelle, l'ancienne capitale du Danemark. Il y a une longue dynastie de rois et de reines qui se sont succédés du côté de Roskilde. Donc on partira de cette ancienne capitale danoise pour cette deuxième étape pour rejoindre Nyborg, au total 202 km. Donc pour cette étape, dénuée de toute difficulté en ce qui concerne le relief. En revanche, il y aura du vent, oui, parce que cette étape est très exposée, elle sera très dégagée, et notamment en milieu et fin d'étape, il est attendu du vent, bien évidemment, de côté. Qui dit vent de côté, eh bien, dit tension dans le peloton. Qui dit tension, dit chute. Et surtout, qui dit vent violent de côté, dit surtout bordure et dit forcément perte de temps pour certains et gain pour d'autres. Bref, certains coureurs perdront le Tour de France sur cette deuxième étape parce que, comme le dit si bien Thierry Adam, ou le disait très bien Thierry Adam pendant 10-15 ans aux manettes des commentaires du Tour de France, dans la première semaine, on ne gagne pas le Tour, mais on peut le perdre. Et cette seconde étape, clairement, beaucoup de coureurs pourraient perdre le Tour de France sur cette étape. Des Pogacar, des Roglic, des Vlasov, des O'Connor, des Enric Mas et autres favoris et outsiders pour finalement succéder à Tadej Pogacar. Je le rappelle, double tenant du titre. Et oui, parce qu'on le rappelle, les bordures, ça fait des dégâts. Demandez à Thibaut Pinot en 2019 qui, à cause d'une mauvaise trajectoire dans un rond-point, s'était retrouvé exposé au vent, avait perdu 1 minute 40 dans ce fameux Tour 2019, dont on ne reparlera pas parce que la blessure est encore ouverte, le deuil n'est pas tout à fait fait. Derrière, j'attends bien sûr la 5e étape qui ralliera Lille à Arambert, 155 km. Là encore,
dénué de toute difficulté en termes de relief. En revanche, il y aura des secteurs pavés. Et on sait, comme le dit si bien Thierry Adam, que dans la première semaine du Tour de France, dans des étapes qui sont nerveuses, dans des étapes qui sont parfois pas trop à la guise des favoris, on peut perdre le Tour de France. Et beaucoup perdront le Tour de France sur les pavés, c'est évident. Demandez à Chris Froome en 2014, lors de la 5e étape sur les pavés, où il y avait eu un temps exécrable de la pluie, du brouillard, il faisait 5 degrés, il avait chuté à de multiples reprises, il avait donc dû abandonner, laissant la victoire à un voltigeant Vincenzo Nibali, qui sur les pavés s'était baladé avec ce maillot jaune. Bref, à ce moment-là, Christopher Froome avait perdu le Tour de France et il y aura d'autres garçons qui vont certainement perdre le Tour de France à ce moment-là, puisqu'on rappelle qu'il y a certains favoris qui sont peut-être moins à l'aise que d'autres. On rappelle que Tadej Pogačar était très proche de gagner le Tour des Flandres cette année. On sait qu'il se débrouille très bien sur les pavés. Qu'en sera-t-il pour des Primoz Roglic? Qu'en sera-t-il pour des Geraint Thomas, autres Alexander Vlasov, Enric Mas et Ben O'Connor et d'autres, bien évidemment, qui visent un top 5, voire un podium, peut-être même une victoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des dégâts et que certains vont perdre du temps et vont devoir, bien évidemment, le rattraper en vue d'aller chercher un top 5, un podium ou une éventuelle course au maillot jaune avant l'issue aux Champs-Élysées. La 7e étape est également une étape que j'attends puisqu'elle ralliera Tomblaine jusqu'à la super planche des Belfines. Au total, 176 km donc pour cette étape. La dernière difficulté, une montée de 7 km à 8,7% de moyenne. On arrive chez Thibaut Pinot, et Thibaut Pinot qui jouera les étapes aura forcément à cœur de bien figurer sur cette étape. Aura-t-il les moyens d'aller la gagner? Ça, c'est moins sûr, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir, eh bien, quelque part, des premières indications quant à la forme des favoris en haute montagne. C'est pas forcément là où il y aura le plus d'écart, mais c'est là où on se rendra compte des forces en présence. C'est là où on se dira si certains peuvent prétendre à la couronne ou si certains, au contraire, seront trop justes. Ça va être la première arrivée au sommet, la première grosse arrivée en difficulté, en bosse. Bref, vous vous souvenez, cette super planche des Belfi, remportée par Dean Hinton lors du dernier passage devant Giulio Ciccone, qui avait pris le maillot jaune pour une poignée de secondes à Julian Alaphilippe, c'était en 2019. Bref, une étape qui sent la poudre et où on aura des premières indications quant à la forme des favoris. Derrière, on attendra la 11e étape, selon moi, entre Albertville et le col du Granon pour avoir une explication de texte entre les grands favoris. Cette étape reliant donc Albertville au col du Granon, qui propose quand même une sacrée brochette de cols bien difficile et bien mythique. Le col du Télégraphe, bien évidemment, on ne le présente plus. 11 km 900 à 7,1% de moyenne derrière le col du Galibier, 17,7% à 6,9% de moyenne. On s'en souviendra de cette bataille héroïque de Thomas Voeckler sur le Tour de France 2011 qui avait vu la victoire d'Andy Schleck du côté du col du Galibier. Thomas Voeckler qui possédait 2 minutes 36 d'avance sur Andy Schleck, qui s'était battu, qui avait essayé d'accrocher la roue de Cadel Evans dans les derniers mètres pour aller conserver son maillot jaune, et qui pour 10 secondes avait réussi sur le col du Galibier à conserver cette unique jaune. Bref, des grands moments d'émotion, on s'en souvient, c'était il y a 11 ans déjà, oui, le temps file, et bien évidemment, ensuite, après ce mythique col du Galibier, parce que oui, ça ne sera pas fini, le col du Granon, là aussi, vraiment, ça va faire mal, 11 km 300 à 9,2% de moyenne, autant vous dire que certains favoris, notamment Tadej Pogačar, qui n'a pas une équipe pour contrôler la course, voudra certainement faire très mal à ses adversaires s'il est en forme, s'il a les moyens physiques et mentaux de le faire, parce qu'encore une fois, il y a de quoi faire dans cette étape. Clairement, je ne peux pas imaginer cette étape sans écart au général et sans défaillance de certains des favoris ou outsiders. Derrière, on attendra la 12e étape entre Briançon et l'Alpe d'Huez. Oui, là, il va y avoir un triptyque assez intéressant entre le col du Granon et l'Alpe d'Huez. 12e étape reliant Briançon à l'Alpe. On s'en souviendra bien sûr de cette étape mythique en 2011 où de Pierre Roland, notre fameux Pierre Roland qui avait aidé pendant des centaines et des centaines de kilomètres Thomas Voeckler à garder son maillot jaune, qui avait disposé d'Alberto Contador et de Samuel Sanchez, si je ne dis pas de bêtises, pour aller chercher sa victoire il y a 11 ans déjà au sommet de l'Alpe d'Huez. Là aussi, ça risque de faire mal puisque, on le rappelle, l'Alpe d'Huez c'est 13,8 km à 8,1% de moyenne. Autant vous dire qu'il y aura des dégâts, que ça fera des dégâts et que beaucoup auront envie, notamment chez les favoris, d'aller chercher une belle étape de prestige parce que l'Alpe d'Huez c'est mythique, c'est légendaire et tout le monde veut inscrire son nom au palmarès de l'Alpe d'Huez. Donc autant vous dire qu'il y aura forcément une bataille entre les favoris et qu'il y aura forcément
des écarts, c'est évident, sur une montée aussi difficile, surtout quand on sait que le col du Granon est intervenu une journée avant. Derrière, on attendra la 18e étape entre Lourdes et Hautacam, parce que oui, cette année, une fois n'est pas coutume, les Alpes sont plus difficiles que les Pyrénées sur le papier. Mais enfin, cette dernière étape de montagne, dernière arrivée au sommet entre Lourdes et Hautacam, propose un menu assez épicé, assez corsé, vous allez voir, puisqu'au programme, eh bien, le col d'Aubisque, 16,4 km à 7,1% de moyenne, classé bien sûr hors catégorie. Derrière, on enchaînera avec le col de la Spandelle, 10 km 300 à 8,3% de moyenne. Et enfin, bien sûr, le col d'Hautacam, 13,6 km à 7,8% de moyenne. Col légendaire, bien évidemment, c'est la dernière étape pour les grimpeurs et certains qui sont en retard sur leur temps de passage, certains qui visaient un podium vont peut-être essayer d'aller chercher mieux. Celui qui est 5e va vouloir aller chercher un podium, celui qui est sur le podium va certainement vouloir aller chercher la victoire. Bref, c'est la dernière grande étape pour les grimpeurs et c'est certainement la dernière chance pour certains d'aller valider un top 5 ou d'aller valider un podium. Alors, on peut aussi penser que du côté de Péragude, il pourrait y avoir de la bataille, c'est vrai, mais enfin, cette étape entre Lourdes et Hautacam est plus longue, plus difficile, beaucoup plus de dénivelé. C'est la dernière chance pour les grimpeurs avant le chrono final de peut-être s'assurer un top 3, un top 5, ou peut-être même revenir dans la course au maillot jaune. Donc autant vous dire que sur cette dernière étape pyrénéenne, une dernière étape de haute montagne du Tour de France 2022, il y aura des dégâts, il y aura des attaques, et certainement certains qui lâcheront un petit peu de temps, et au contraire certains qui en reprendront. Et bien évidemment, la dernière étape que j'attends, c'est la 20e. Et oui, ce fameux chrono entre Carampel, Mérida, si je ne dis pas de bêtises, et Rocamadour. Au programme, 40 km 700, dénué de toute difficulté. C'est du plat de A à Z. Mais qu'est-ce que ça va faire mal pour cette dernière étape, surtout quand on sait qu'il y a quand même pas mal de choses qui étaient au menu ces précédentes journées, notamment avec ces fameux cols dans les Pyrénées. C'est sûr que ça va jouer à la fraîcheur. Alors certains, bien évidemment, comme Philippe Ogana, comme Wout van Aert, des spécialistes de la discipline qui n'ont pas joué le général, forcément seront les plus aptes à remporter les victoires d'étape. Et cette dernière victoire d'étape, entre guillemets, pour les hommes forts, face au chrono, face finalement à soi-même. Mais ce qui est sûr, c'est que certains favoris vont également creuser l'écart. On se souvient du chrono, bien évidemment, qui avait lieu du côté de la planche des belles filles en 2020, si je ne dis pas de bêtises, où l'ami Tadej Pogačar avait totalement écœuré la concurrence et gagnant le dernier chrono en chippant le maillot jaune à son coéquipier, à son compatriote Primož Roglič. Ça avait d'ailleurs forcément fait un petit peu jaser, mais ce qui est sûr, c'est que dans les derniers chronos, il y a moyen chez les favoris, puisque ça joue à la fraîcheur, de reprendre du temps, énormément de temps. Ça peut bien sûr se compter en minutes, quand on sait que le chrono est quand même bien évidemment très long, plus de 40 km, et qu'il intervient après tellement d'étapes difficiles. Bref, voilà les étapes clés, à mon sens, sur ce Tour de France 2022. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à mettre en commentaire les étapes que vous jugez clés, les étapes que vous jugez importantes, divertissantes, où il pourrait se passer des choses. Parce que forcément, je ne vais pas forcément parler de toutes les étapes qui pourraient finalement voir des changements ou des chamboulements au classement général. Je n'ai simplement parlé que des étapes que je jugeais importantes et celles qui, sur le papier, quand même, me donnaient un petit goût de sympathie, de divertissement. Bien sûr, on va aussi parler maintenant tout de suite des favoris, parce que serait le Tour de France sans les protagonistes. J'en ai bien sûr parlé de certains lorsque j'ai évoqué certaines étapes, mais ce qui est sûr, c'est que désormais il est temps de se mouiller et bien évidemment d'annoncer le podium du Tour de France. N'hésitez pas dans les commentaires, dès maintenant, tout de suite là, arrêtez-vous, mettez sur pause pour mettre votre pronostic pour le podium de ce Tour de France 2022. Moi, je m'en vais vous le donner tout de suite maintenant. En 3e position, nous retrouverons selon moi Alexander Vlasov. Oui, le coureur de la Bora Hansgrohe, le garçon qui a quand même remporté le Tour de Romandie cette année, qui était leader du Tour de Suisse à l'issue de la 5e étape, qui avait pris le maillot jaune sur le Suisse avant de devoir abandonner pour cause de Covid-19. Et oui, cette année, Covid était encore passé par là. Il aurait certainement gagné ce Tour de Suisse. Il est très en forme, Alexander Vlasov. Et clairement, je le vois capable d'aller chercher un podium sur ce Tour de France. Ça sera peut-être trop juste pour la 2e et la 1re place. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le podium, et pourquoi pas une victoire d'étape, clairement, il me semble être largement en capacité de le faire. Donc pour moi, celui qui prendra la 3e marche du podium sera le Russe Alexander Vlasov, leader de la Bora Hansgrohe. En 2e position, et sur la 2e marche du podium, on retrouvera l'ami Primož Roglič, qui a remporté cette année Paris-Nice, qui sera bien évidemment, encore une fois, l'un des grands favoris pour le podium et pourquoi pas pour la victoire. Primož Roglič qui
cherche encore une victoire finale et prendre le maillot jaune sur les Champs-Élysées, lui qui est passé à chaque fois tout près, il a beaucoup plus de réussite sur le Tour d'Espagne qu'il a déjà remporté à 3 reprises, Primož Roglič, qui pourra se battre avec, pourquoi pas, Jonas Vingegaard de la Lotto Jumbo à l'image d'un Alexander Vlasov, mais très clairement, il paraîtrait trop juste pour aller tout simplement détrôner celui que je vois remporter le Tour de France, qui sera, et oui, sans aucune surprise, le Slovène Tadej Pogačar. Et oui, on fait pas dans l'originalité dans cette vidéo, le double vainqueur du Tour de France, double tenant du titre, qui est le favori, bien évidemment, légitime à sa propre succession. Tadej Pogačar qui ne cesse d'impressionner, qui ne cesse de soulever des questions et également des doutes quant à ses dernières performances. Mais ce qui est sûr, c'est que Tadej Pogačar a la main mise sur la grande boucle depuis 2 ans et on ne voit pas dans quel monde le jeune prodige slovène de 23 ans ne pourrait pas rajouter une 3e couronne sur le Tour de France. Il est tellement fort, tellement au-dessus. Tadej Pogačar est surtout tellement plus complet que la plupart de ses adversaires pour le maillot jaune à Paris que on n'imagine même pas une seconde Tadej Pogačar à moins d'un problème mécanique, à moins d'une chute, à moins d'un abandon, à moins de tout ce qu'on veut, de pas gagner le Tour de France, parce que très clairement, il est tellement au-dessus. On se souvient que l'année dernière, il avait été en contrôle, peut-être un peu juste sur la fin du Tour, mais enfin, quand même, en contrôle du début à la fin de la grande boucle. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas le contraire et une différence sur cette édition 2022 du Tour de France. Donc clairement, Tadej Pogačar, vainqueur, on le rappelle, cette année des Strade Bianche, qui a failli remporter le Tour des Flandres, sera bien évidemment le grandissime favori à sa propre succession. Et qu'en est-il désormais des Français? Et oui, qu'attendre de nos représentants tricolores? Eh bien, pourquoi pas de belles victoires d'étape, parce que oui, c'est ce qu'on peut aller chercher, c'est ce à quoi on peut prétendre. On a quand même de superbes garçons et de superbes chances pour aller remporter des victoires de prestige. Il y aura les Warren Barguil, il y aura les David Gaudu, les Anthony Turgis, il y aura également les Romain Bardet, les Thibaut Pinot. Comment ne pas rêver à de superbes victoires d'étape sur n'importe quelle condition et surtout sur n'importe quelle catégorie d'étapes, que ce soit les étapes de plaine, les étapes accidentées, les étapes pour punchers, les étapes pour grimpeurs, bref, les étapes pour baroudeurs. Il y aura de la place. On sait que ces garçons-là peuvent aller chercher de belles victoires et j'implore la Groupama FDJ de ne pas cantonner David Gaudu à un rôle de leader pour le classement général, parce que ça serait la pire erreur qui soit. On rappelle, David Gaudu, c'est toujours un garçon qui a des jours sans sur les grands tours et même sur les courses par étapes d'une semaine. Laissez-le aller chercher des victoires d'étape. Il en avait remporté 2 magnifiques du côté du Tour d'Espagne en faisant des petits rapprochés au général pour aller chercher une 8e place finale. Laissez-le perdre du temps, laissez-le gagner des étapes pour revenir derrière au général. C'est comme ça qu'il faut faire, parce qu'encore une fois, il n'est pas capable à la pédale d'aller accompagner des garçons qui jouent le top 5, et on le sait, si on fait en dehors du top 5, une année plus tard, on ne sait plus que vous avez fait 7e ou 8e. On se souviendra en revanche beaucoup plus des victoires d'étape, parce qu'on saura que vous avez gagné tel jour à tel endroit sur le Tour de France, une belle étape de prestige. Bref, on attend des Français simplement de grandes victoires d'étape et pourquoi pas, pour certains, une bataille pour le maillot de meilleur grimpeur. On pense à des Romain Bardet qui ont un petit peu frustrés quand même du Tour d'Italie et du possible bon résultat qu'ils auraient pu faire, parce qu'on rappelle que Romain Bardet avait dû abandonner. On rappelle également qu'il y a Thibaut Pinot qui est très en forme. Pourquoi pas une bataille Bardet-Pinot pour le maillot de meilleur grimpeur aussi, ça pourrait être intéressant. On sait qu'en 2014, il y avait eu une bataille entre les deux pour le maillot blanc de meilleur jeune. Pourquoi pas, 8 ans plus tard, une bataille entre les deux pour le maillot à pois. Bref, je pense quand même qu'il y a de belles choses à faire, de belles victoires d'étape à aller chercher. Et honnêtement, 4-5 victoires d'étape françaises sur Tour de France 2022, ça ne m'étonnerait pas de vous à moi. N'hésitez pas dans les commentaires aussi à me dire ce que vous pensez des représentants français et de leur chance quand même de réussite et du nombre d'étapes qu'ils pourraient remporter. Et pourquoi pas des maillots distinctifs qu'ils pourraient aller chercher, parce que le maillot meilleur grimpeur, cette année, ça sent quand même le côté tricolore. Oui, sur les Champs-Élysées, ça pue le français sur le podium avec le maillot Richard Virenque. Ça, pour moi, c'est une évidence. En tout cas, n'hésitez pas, les gens, à réaliser votre coup du chapeau si vous avez aimé cette vidéo. Le coup du chapeau, c'est quoi? C'est le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. C'est totalement gratuit, ça ne mange pas de pain. Et moi, ça m'aide au référencement. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à péter la barre des likes, la barre des abonnements et, bien sûr, l'activation de cette cloche. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et pour parler, bien sûr, de sport. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.